La mort n'est pas une fin. Préface. Les familiers des romans d'Agatha Christie seront peut-être tout d'abord étonnés de ne trouver dans celui-ci ni leur vieil ami Hercule Poirot, ni la délicieuse Miss Marple. Ils le seront plus encore en découvrant que la scène se passe en Égypte, quelques 2000 ans avant Jésus-Christ, exactement sous le règne de Nébé-Pété, Mentenhotep II, 5e roi de la 6e dynastie, dont les égyptologues fixent la souveraineté de 2056 à 2060 avant l'ère chrétienne. Pour ceux qui désirent tout savoir, j'ajoute que cette 6e dynastie est celle qui prit Thèbes pour capitale. Mais ceci est une autre histoire. On sera un peu moins surpris du choix d'Agatha Christie quand on saura qu'elle est l'épouse du professeur Max Mallowan, orientaliste notoire, et qu'elle accompagne volontiers son époux dans ses voyages scientifiques. Je présume que l'idée de ce roman est venue à Agatha Christie en lisant des inscriptions égyptiennes. N'étant pas, hélas, égyptologue, je suis obligée de faire confiance à la romancière pour ce qui est de l'atmosphère de la présente œuvre. Le fait d'ailleurs qu'un des monarques thébains ait eu comme vizir un certain Hippie et qu'un des personnages du roman porte ce nom m'assure que l'auteur a donné à ces personnages des noms vraiment égyptiens. Ce roman est, comme il fallait s'y attendre, un roman policier. Il n'est pas seulement cela. C'est un excellent roman psychologique où les caractères sont dessinés avec une extrême vigueur et un relief étonnant. J'ajoute même que c'est en lisant ce livre que je me suis aperçue de la raison pour laquelle les livres d'Agatha Christie sont si bons, raison qui nous échappe généralement parce que nous avons un peu trop l'habitude, en lisant des romans policiers, de ne guère nous soucier que de l'intrigue. Celui-ci m'a donc ouvert tout grand les yeux sur ces dons de psychologue auxquels nous ne pensons d'ordinaire pas, mais qui, je m'en aperçois aujourd'hui avec l'esprit de l'escalier, sont bien, tout voilés qu'ils sont, l'une des causes premières de l'excellence des œuvres de la grande romancière. Le snobisme aidant depuis un demi-siècle, une bonne partie des lecteurs et des critiques est persuadée qu'il n'est pas d'œuvre littéraire hors du genre ennuyeux. Il n'y a vraiment pas de raison pour qu'un roman policier, ou un roman amusant, ne soit pas une excellente œuvre. Si je ne craignais d'écraser trop d'excellents auteurs sous un nom trop lourd, je citerais Les Misérables, qui sont bien un roman policier. Mais laissons Hugo de côté. C'est un cas trop particulier. Il me suffit pour prouver que le genre policier peut être artistement ciselé d'en revenir au cas d'Agatha Christie. Ce livre contient véritablement une évocation de l'Égypte des pharaons, d'une Égypte où l'argent, la religion et un sens particulier de la vie et de la mort se brassent de façon bien différente de nos conceptions modernes. Peut-être le lecteur me saura-t-il gré de lui dire ici que les rites funéraires égyptiens prennent leur importance dans le fait que ces hommes, guère tourmentés cependant par de grandes inquiétudes philosophiques, voulaient que, même dans la mort, la vie continuât un peu comme elle était sur la terre. C'est pour cette raison qu'on ensevelissait avec les morts un certain nombre d'objets dont la possession devait, dans l'au-delà, leur être agréable ou utile et qu'on leur apportait les offrandes rituelles. Je ne vous ennuierai pas avec la nomenclature des 7 corps différents que la théologie égyptienne assigne à l'homme. Qu'il me suffise de vous dire que le corps, d'après l'Égyptien, possède son double, le Ka, que Maspero définit une projection vivante et colorée de la figure humaine qui reproduit dans ses moindres détails l'image entière de l'individu. Il est vrai que Petrie, Lorette, Morette et Stanford donnent du Ka d'autres définitions. Quoi qu'il en soit,
La croyance égyptienne était que ce double venait visiter le corps terrestre dans son tombeau. C'est la raison profonde des rites funéraires égyptiens, entre autres des procédés d'embaumement. Comme de nos jours, les pompes funèbres égyptiennes avaient plusieurs classes, et c'est pour cela que nous voyons le bonhomme Imhotep discuter avec son fils le prix de l'embaumement de la concubine. Je regrette un peu que Mrs. Agatha Christie ne nous ait pas montré la scène suivante. Le borgnole égyptien proposant à la famille des modèles de cadavres en bois peint. Lisez à ce propos Hérodote, et cherchant à soutirer des survivants le plus d'argent possible. Si cela vous intéresse, Wallis Budge, sachant que l'embaumement de première classe coûtait un talent d'argent, renseignement puisé sans doute dans Hérodote ou dans Diodore de Sicile, évalue la dépense à environ 250 000 francs de nos jours. La deuxième classe aurait, toujours d'après Bulgue, coûté une 60aine de 1000 francs. Enfin, il existait une troisième classe, à l'usage des gens modestes. Je m'excuse de cette digression, mais peut-être le beau, très beau roman d'Agatha Christie vous donnera-t-il envie d'en savoir plus long sur l'Égypte des pharaons. Vous penserez alors à ce personnage important du livre, Hori, et pour vous le représenter, vous irez au Louvre contempler la fameuse statue du scribe accroupi. Dans les mêmes salles, vous trouverez aussi bon nombre d'autres figures qui vous permettront de matérialiser les divers personnages de La mort n'est pas une fin. Oui, un beau livre, un très beau livre. Maurice Constantin Weymer. Note de l'auteur. L'action de ce livre se passe à Thèbes, Égypte, 2000 ans environ avant la naissance du Christ. L'histoire aurait pu se situer en un autre temps et en un autre lieu, mais il se trouve qu'elle est inspirée, tant pour l'intrigue que pour les personnages, de lettres égyptiennes datant de la 6e dynastie, découvertes il y a une vingtaine d'années dans un tombeau près de Luxor par la mission égyptienne du Metropolitan Art Museum de New York. Il peut être intéressant de signaler au lecteur qu'une dotation pour le service de cas, événement quotidien dans l'ancienne civilisation égyptienne, était assez analogue dans son principe au fonds constitué à une chapelle pour la célébration de messe. Une certaine somme était remise auprès de cas qui s'engageait en échange à veiller sur le tombeau et à faire au jour prescrit les offrandes destinées à assurer le repos de l'âme du défunt. Les termes « frère » et « sœur » dans les textes égyptiens ont régulièrement le sens de mari et d'épouse. Ils sont parfois ainsi employés dans ce livre. Le calendrier de l'ancienne Égypte comportait 3 saisons de 4 mois de 30 jours, avec l'addition de 5 jours intercalaires à la fin de l'année. Cette année commençait avec l'arrivée en Égypte de la grande crue du Nil, à une époque correspondant à la 3e semaine de notre mois de juillet. On peut donc interpréter comme suit les indications de temps portées en tête des chapitres du livre. Inondation, fin juillet à fin novembre. Hiver, fin novembre à fin mars. Été, fin mars à fin juillet. Chapitre 1er. Deuxième mois de l'inondation. 20e jour. Reni Samb, debout, regardait le Nil. Elle entendait au loin ses frères, Yamose et Sobek, qui se querellaient pour savoir s'il convenait ou non de renforcer les digues en un certain endroit. La voix de Sobek résonnait, comme toujours, puissante et assurée. Il était toujours certain de ce qu'il avançait. Plus basse et, comme étouffée, celle de Yamose exprimait le doute et l'anxiété qui étaient dans son caractère. Étant le fils aîné, pendant que le père visitait ses propriétés du nord,
la direction des cultures se trouvait entre ses mains. Yamos était lent, prudent, enclin à découvrir des difficultés là où il n'y en existait pas. Bien que solidement constitué, il se déplaçait sans hâte et ne montrait ni la gaieté, ni la confiance en soi de Sobek. Depuis sa plus petite enfance, Renisambe avait toujours entendu ses deux aînés se chamailler avec les mêmes accents. Elle en éprouva comme un sentiment de sécurité. Elle se trouvait chez elle. Oui, elle était bien revenue chez elle. Cependant, comme ses yeux erraient de nouveau sur le fleuve aux eaux miroitantes, sa douleur lui revint avec une révolte. Kai, son jeune époux, mort. Kai, un visage riant et de larges épaules. Kai était avec Osiris au royaume des ombres, et elle, Renisambe, sa femme bien-aimée, elle restait seule avec son chagrin. Pendant 8 ans, ils avaient vécu ensemble. Elle était presque une enfant encore lorsqu'il l'avait épousée et maintenant, veuve, elle revenait chez son père avec Teti, la fille de Kai. Elle eut soudain l'impression de n'avoir jamais quitté la maison paternelle. Elle en éprouva comme une joie. Elle oublierait ces 8 années, si pleines d'un bonheur que rien ne venait ternir. Elle oublierait cette perte qui l'avait laissée déchirée et meurtrie. Oui, elle oublierait. Il fallait redevenir Renisambe, la fille d'Imhotep, le prêtre de Ka, l'insouciante Renisambe d'autrefois. L'amour lui avait été cruel pour lui avoir trop donné. Kai, avec ses larges épaules bronzées et sa bouche qui riait. Aujourd'hui, Kai était embaumé, enveloppé dans des bandelettes, protégé par des amulettes dans son voyage dans l'autre monde. Il n'y avait plus de Kai dans celui-ci, plus de Kai pour naviguer sur le Nil, pêcher et rire dans le soleil, cependant que sa femme, allongée dans le bateau, la petite Teti sur son giron, lui renvoyait son rire. Elle songeait. « Je ne dois plus penser à cela. C'est le passé. Je suis revenue chez mon père et tout est comme autrefois. Il faut que, moi aussi, je redevienne celle que j'étais autrefois et tout, alors, sera comme avant. Teti a déjà oublié. Elle joue et rit avec les autres enfants. » Renisambe se retourna brusquement et se remit en route vers la maison, croisant en chemin quelques ânes lourdement chargés qu'on conduisait vers le fleuve. Elle passa près des greniers à blé et, le porche extérieur franchi, arriva dans les jardins qui s'étendaient autour de la maison. Il y faisait bon. La piscine, à l'ombre des sycomores, était entourée d'une ceinture de lauriers roses et de jasmin en fleurs. Jouant avec de grands cris perçants, Teti et les autres enfants se poursuivaient, entrant et sortant sans cesse du pavillon qui se trouvait sur un des côtés de la piscine. Renisambe remarqua que Teti s'amusait avec un lion en bois, dont la bouche s'ouvrait et se refermait à l'aide d'une ficelle sur laquelle on tirait. Ce jouet, elle l'avait elle-même adoré quand elle était toute petite. « Oui, » murmura-t-elle encore une fois avec une émotion reconnaissante. « Je suis bien chez moi. » Rien n'était changé, tout se passait comme autrefois. Sa vie continuait, identique à celle qu'elle avait été. Teti était l'enfant, et elle, maintenant, une des mères qui restaient, nombreuses, enfermées dans la maison, mais l'essence des choses demeurait la même. Une balle, jetée par un des enfants, vint rouler à ses pieds. Elle la ramassa et lui renvoya en riant. Puis elle s'avança sous la voûte de la maison joyeuse, entre ses colonnes aux vives couleurs, traversa la grande chambre centrale,
avec sa frise peinte de lotus et de coquelicots, et gagna le quartier des femmes sur l'arrière de la maison. Des voix aiguës frappèrent son oreille. Elle s'immobilisa, ravie d'entendre de nouveau les vieux échos familiers. Satipi et Kate discutaient, comme toujours. Elle retrouvait le timbre élevé de la voix de Satipi, toujours prête à commander et à bousculer tout le monde. Satipi, la femme de son frère Yamose, était une personne énergique qui parlait haut, jolie d'ailleurs, mais autoritaire. Elle passait son temps à donner des ordres, à presser les domestiques et à trouver que ça n'allait pas comme il fallait. Mais à force de crier parce qu'elle avait de la personnalité, elle obtenait des choses qu'on eût cru impossibles. On craignait sa langue et on courait pour lui obéir. Yamose était lui-même plein d'admiration pour son épouse, par laquelle il se laissait rabrouer avec une résignation qui rendait Rénisambe furieuse de rage. Par intervalles, entre deux phrases de Satipi, la voix calme et obstinée de Kate se faisait entendre. Kate avait épousé le beau et joyeux Sobek. C'était une femme solide, avec un bon gros visage, qui ne s'occupait guère que de ses enfants, lesquels représentaient à peu près son seul sujet de conversation. Dans ses discussions quotidiennes avec sa belle-sœur, elle soutenait son point de vue en répétant avec un entêtement